qui est intéressante dans ce sens qu'elle s'applique aussi bien sur un travail qu'on pourra appeler un travail clinique ou de clinique de la relation, dans un travail notamment individuel, mais c'est cette même méthodologie qu'on va appliquer dans une intervention collective, notamment parce que notre façon de travailler est une approche méthodologique qui va nous permettre de donner un langage à chacune des étapes de la résolution de problèmes. En deux mots, simplement pour vous dire ce qu'on fait, on fait d'une part de la recherche. Donc la recherche se fait de différentes façons. D'une part, un outil de recherche qu'on a développé il y a 4 ans pour lequel les intervenants qui sont issus de notre modèle, on va dire, d'intervention systémique, stratégique ou hypnose, vont encoder leurs séances individuelles, notamment, pour pouvoir évaluer l'efficacité, l'efficience de leurs interventions dans un extranet auquel participent une trentaine d'intervenants dans le monde entier, et également à travers des réunions mensuelles en français et des réunions mensuelles en anglais et en espagnol, d'échanges de pratiques et qui sont ouvertes à des gens qui sont professionnels de l'intervention, mais pas uniquement systémiciens. C'est cette mixité d'épistémologie ou de cultures différentes d'intervention qui est intéressante. Donc, ceux que ça intéresse, vous pouvez venir nous voir à la fin pour qu'on vous indique comment vous y inscrire, ou au moins voir une fois comment ça fonctionne. Les interventions, elles sont aussi bien individuelles que collectives, et Claude va en reparler, de l'édition d'ouvrages et de l'édition d'articles. Et pour ce qui nous concerne, on aime bien travailler de façon collective pour mixer justement les apprentissages, les connaissances. Et enfin, des formations, une école de formation. On est les représentants de ce qui s'appelle le Mental Research Institute, qui est l'école qui a fondé le modèle dit école de Palo Alto. Et on a le plaisir également de travailler avec l'Université de Paris 8 à travers un DU qu'on a mis en place en partenariat pour former les gens de façon un peu particulière, parce que c'est notamment par le web, en direct, au modèle d'intervention dit systémique stratégique. Voilà. De la même façon, s'il y a des gens qui sont concernés, vous venez nous donner les noms à la fin pour qu'on vous donne des informations là-dessus. Alors, des généralités sur... quand les gens viennent nous voir, ils nous disent quoi? Ils nous parlent de symptômes, ils nous parlent de difficultés. Donc, ils nous parlent colère, ils nous parlent de culpabilité, ou ils nous parlent d'anxiété, de peur, ou ils nous parlent de procrastination. Donc, c'est très, très courant. On va avoir des gens qui vont venir nous voir parce que durablement, ils n'arrivent pas à faire telle ou telle action. Ils vont venir nous voir parce que ils ont à faire face à un conflit avec un collègue, un collaborateur, un supérieur. Ils vont nous parler de harcèlement. Ils vont avoir des conduites à risque pour lesquelles ils mettent en difficulté ou en danger l'entreprise. Ils vont être sujets à des addictions d'alcool, de cannabis, autres substances ou écrans, autres pratiques. Ils vont nous parler de burn-out, d'épuisement, juste avant le burn-out ou juste après le burn-out. Ils vont faire face à des arrêts maladie à répétition, soit ils vont être adressés par le médecin du travail ou par des élus ou par la direction qui rencontrent des difficultés à cause de ces différents arrêts, ou bien ils vont faire face à de l'absentéisme ou de l'isolement. Ils se retrouvent seuls à ne plus être en contact avec leurs collègues, ou à éviter les collègues, ou à éviter la hiérarchie, ou bien il va y avoir de la somatisation ou des TMS. Alors, le contexte a évolué, vous l'avez certainement étudié, ou vous connaissez en partie, notamment les propos de Marie-France Irigoyen et l'évolution sur le harcèlement moral, les risques psychosociaux qui ont beaucoup évolué depuis 2004-2008, la qualité de vie au travail, le burn-out en débat pour une reconnaissance de maladie professionnelle pour laquelle, je pense peut-être on en reparlera un petit peu plus après, et pour lesquels on a un point de vue assez mitigé par rapport à l'évolution de la réglementation qui aurait pu arriver sur cette question-là. Voilà. Est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins de souffrance au travail? Comment est-ce qu'on fonctionne par rapport à ces questions-là? Aujourd'hui, on va dire que par rapport à la souffrance au travail, la réponse, elle est en quelque sorte double.
soit il y a une réponse qu'on va dire d'étiquetage, en quelque sorte de label, de médical ou de pathologie. On a une difficulté, le médecin du travail va peut-être rencontrer le collaborateur qui va lui-même l'adresser à un médecin et qui à un moment donné va faire un traitement en disant il souffre de telle pathologie, si c'est une pathologie répertoriée,